Cette sonde spatiale soviétique est la dernière à avoir atterri sur la planète Vénus. Et après ce qu'elle y a trouvé, les soviétiques n'y sont jamais retournés. Nous allons maintenant vous expliquer ce qu'ils ont découvert à l'époque sur notre planète voisine et pourquoi personne n'a eu le courage de retourner sur Vénus depuis lors. Nous allons également examiner les enregistrements originaux et les enregistrements sonores originaux de la surface de Vénus. Alors restez absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Vénus est une planète vraiment étrange. Elle ressemble beaucoup à la Terre à bien des égards, mais en même temps, elle est aussi différente que possible. Alors que tout le monde parle aujourd'hui de Mars, Vénus était la superstar absolue au début de l'ère spatiale, et ce pour une bonne raison, nous pouvons facilement observer la surface de Mars depuis la Terre à l'aide de télescopes. Nous avons donc très tôt su ce qui s'y passait, à savoir essentiellement des tempêtes de sable et la rouille silencieuse de quelques rochers. Avec Vénus, c'était complètement différent. Tout ce que nous pouvons voir depuis la Terre, c'est une couche nuageuse impénétrable. Ces nuages cachent certes la surface, mais ils révèlent aussi quelque chose de très important. Vénus doit avoir une atmosphère dense, beaucoup plus dense que celle de Mars et beaucoup plus similaire à celle de la Terre. Et comme Vénus est également plus proche du Soleil que notre planète, il doit y faire très chaud. Cela a stimulé l'imagination à l'époque. Les auteurs de science-fiction ont très tôt imaginé une dense forêt tropicale extraterrestre sous les nuages de Vénus. Écrivez-moi directement dans les commentaires quelle planète vous trouvez la plus intéressante, Mars ou Vénus. Sur quoi les vols spatiaux habités devraient-ils plutôt se concentrer? Je suis très impatient de connaître votre avis et si vous êtes aussi passionné que moi par ces sujets liés à l'espace, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes, histoire d'amadouer l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Oui, même en 1960, la théorie de la forêt tropicale relevait bien sûr déjà de la science-fiction. Le célèbre astronome Carl Sagan avait déjà émis à l'époque l'hypothèse que l'épaisse couverture nuageuse impénétrable pourrait plutôt être le résultat d'un effet de serre devenu incontrôlable. Le monde sous les nuages ne serait donc rien d'autre qu'un monde infernal. Mais il n'y avait qu'un seul moyen de le découvrir, s'y rendre et voir par soi-même. Comme pour tant d'autres étapes importantes dans la course à l'espace, les soviétiques ont été les premiers à tenter l'aventure. Nous étions en 1961 et l'URSS avait déjà pris une avance dominante. Ils avaient envoyé le premier satellite dans l'espace, mis le premier homme en orbite et même envoyé la première sonde sur la Lune. Vénus semblait alors être la prochaine étape logique. Les soviétiques ont construit deux sondes, Venera 1 et Venera 2. C'était la procédure standard à l'époque, car il y avait de fortes chances que l'une d'elles échoue. Et on ne peut vraiment pas assez saluer leur ambition. Sans ordinateur de bord moderne, avec des règles à calcul et une électronique primitive, les ingénieurs soviétiques ont envoyé leurs sondes dans un voyage balistique vers Vénus. Les deux sondes se sont même approchées à 100 000 km de Vénus, mais elles ont toutes deux subi une panne complète du système avant d'atteindre leur destination. Des données difficilement exploitables. Alors que les soviétiques retournaient à leur planche à dessin, la NASA poursuivait ses efforts. En 1962, les Américains réussirent ce que les soviétiques n'avaient pas pu faire. La sonde Mariner 2 de la NASA s'approcha à 35 000 km de Vénus et effectua la première observation rapprochée réussie d'une autre planète. Ce qu'elle découvrit était inquiétant. Des températures pouvant atteindre 237 degrés Celsius, pas vraiment idéales pour un paradis extraterrestre propice à la vie. Sur la base de ces découvertes, la NASA a décidé de suspendre provisoirement l'exploration de Vénus. Elle s'est concentrée sur la Lune et Mars. Les soviétiques étaient moins convaincus. Ils se sentaient à deux doigts d'une découverte monumentale, mais ils n'avaient aucune idée de la difficulté que représenterait encore toute cette entreprise. En 1966, les soviétiques avaient construit des vaisseaux spatiaux plus grands et plus robustes pour Venera 3 et 4. Ces nouvelles sondes pesaient plus de 900 kg et étaient équipées de nombreux instruments. Venera 3 a subi une nouvelle panne système, mais la précision soviétique était irréprochable. La sonde s'est écrasée sur Vénus comme un boulet de canon. C'était le premier objet créé par l'homme à s'écraser sur une autre planète. Plus tard, les soviétiques ont d'ailleurs réussi le triplé. Ils ont été les premiers à cracher des engins spatiaux sur la Lune, Vénus et Mars. Il y a sans doute une leçon à en tirer. Si tu dois échouer, établis au moins un record en le faisant. Venera 4, en 1967, fut le plus grand succès jusque-là.
La sonde a atteint Vénus avec tous ses systèmes intacts et a largué la capsule dans l'atmosphère. Ce fut le tout premier vaisseau spatial à recueillir des mesures dans l'atmosphère d'une autre planète. Les données renvoyées ont révélé quelque chose de fascinant. À haute altitude, l'atmosphère de Vénus est très similaire à celle de la Terre lors d'une chaude journée d'été. Un environnement presque agréable, mais plus la sonde descendait, plus le climat devenait extrême. Après 90 minutes de descente lente, la transmission s'est interrompue. On suppose que la capsule a été écrasée par le poids de l'atmosphère, comme une canette de bière dans un camping. Mais tout comme les campeurs passionnés et amateurs de bière, les Soviétiques ne se sont pas découragés. Ils ont simplement décidé de construire des sondes encore plus grandes et plus puissantes. Pour Venera 7 et 8, les modules de descente ont été construits avec des coques en acier plus épaisses. Lorsque le parachute de Venera 7 s'est ouvert le 17 août 1970, il n'a pas tenu longtemps. Le matériau s'est simplement déchiré ou fondu. Le module d'atterrissage est tombé comme une pierre et a atteint une vitesse finale de 61 km/h avant de s'écraser à la surface de Vénus. Malgré son antenne cassée, l'atterrisseur a renvoyé des informations. Et ce que Venera 7 a découvert a confirmé les pires craintes. La température mesurée à la surface était de 475 degrés Celsius, à peu près aussi chaud qu'un four à pizza, et pourtant les Soviétiques n'ont pas baissé les bras. En 1972, ils sont revenus avec Venera 8. Miraculeusement, cette sonde n'a rencontré aucun problème technique. Le module de descente s'est posé en douceur et a enregistré des données pendant près d'une heure. On savait désormais que la pression atmosphérique à la surface de Vénus était 92 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. À peu près la pression qui s'exercerait sur vous si vous vous teniez à près d'1 kilomètre sous la surface de la mer. Et comme si cela ne suffisait pas, la basse atmosphère est remplie d'acide sulfurique. Donc des températures infernales, une pression mortelle et, pour couronner le tout, de l'acide sulfurique. Alors, je préfère rester avec ma canette de bière sur le camping, si j'avais le choix. Mais Venera 8 avait révélé un dernier fait trop intéressant pour être ignoré. Malgré la couverture nuageuse dense, la surface de Vénus reçoit suffisamment de lumière solaire pour pouvoir théoriquement prendre des photos. Et si cela réussissait, cela pourrait être la première image jamais prise sur une autre planète. Fort de cette perspective, les Soviétiques se sont lancés dans la construction de, vous l'avez deviné, Venera 9. Pour Venera 9, les Soviétiques ont apporté une modification fondamentale à la conception. La capsule de descente pesait désormais près de 5 tonnes, soit autant qu'un éléphant d'Afrique adulte. Les caractéristiques les plus remarquables concernaient une nouvelle procédure d'atterrissage. En bas se trouvait l'anneau d'impact relié au corps principal par des jambes amortissantes. Et au-dessus se trouvait le nouvel aérofrein. Cet objet, qui ressemble à un chapeau steampunk, utilise l'incroyable densité de l'atmosphère vénusienne, qui se comporte davantage comme un liquide que comme de l'air normal. Et puis, ça a marché. Voici la toute première photo jamais prise de Vénus. Elle a été prise en 1975 sur des films noirs et blancs par Venera 9. Ce que nous voyons, c'est un champ de rochers brisé et dentelé, entouré d'une matière semblable à du sable. Ce n'est pas vraiment époustouflant en soi, mais c'est une véritable image prise sur une autre planète. Une véritable image du paysage infernal de Vénus. Et rien que cela rend cette photo, à mon avis, vraiment époustouflant. Venera 10 a suivi quelques jours plus tard et a montré un sol plat. La surface lisse de quelque chose qui est probablement une ancienne coulée de lave. Avec ces deux missions, les Soviétiques avaient écrit l'histoire. L'orbiteur Venera 9 fut le premier engin spatial à orbiter autour de Vénus sur une orbite stable, tandis que l'atterrisseur fut le premier à renvoyer des images de la surface d'une autre planète. Mais ce n'était pas la fin de l'exploration vénusienne soviétique. Petit saut dans le temps jusqu'à Venera 13, une mission très réussie de 1981. Cette sonde a fourni la première photo en couleur de la surface de Vénus. La sonde s'est posée près d'une falaise, ce qui donne une idée de la profondeur. Cela rend tout cela un peu plus réel et en même temps plus étrange. On voit également la base de l'atterrisseur avec ses ailettes métalliques en forme de dents qui ont été ajoutées pour empêcher la sonde de se retourner et de vaciller lors de sa chute. Cette sonde était également équipée d'une foreuse pour analyser le sol de Vénus. Elle a trouvé un matériau très similaire à une roche que nous appelons tuf sur Terre. Essentiellement de la cendre volcanique solidifiée. Et Venera 13 était équipé d'un microphone. Nous pouvons donc écouter les sons de Vénus. Voici l'enregistrement. C'est absolument fou d'entendre de vrais sons provenant d'une autre planète, non? Et franchement, c'est mieux que tout ce qu'on trouve dans les classements musicaux de nos jours.
En 1981, Venera 14 a également découvert une autre plaine plate composée de roches lisses, très similaire au basalte terrestre, une roche volcanique qui constitue la majeure partie du fond marin. D'autres missions orbitales ont suivi. Mais Venera 14 a été la dernière fois qu'un objet créé par l'homme a atteint la surface de Vénus. La NASA prévoit toutefois de retourner sur Vénus, dans un premier temps, depuis l'orbite et avec une sonde atmosphérique. Les missions Veritas et Da Vinci devraient permettre d'étudier à nouveau la planète à partir des années 2030. Veritas cartographie la surface en haute résolution, tandis que Da Vinci descend dans l'atmosphère pour analyser sa composition chimique. Aucun nouvel atterrissage n'est prévu pour l'instant. Vénus reste donc pour l'instant un monde que nous n'explorons qu'à distance, en toute sécurité. Je vous tiendrai informé de tous les nouveaux résultats de recherche de la mission Vénus. Alors abonne-toi maintenant à la chaîne et n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, passons de Vénus à notre Lune. Quelque chose d'absolument incroyable vient de se produire là-bas. Des scientifiques ont observé en direct une énorme explosion à la surface de la Lune et les images sont spectaculaires. Pour savoir exactement ce qui s'est passé là-haut et quel est le rapport avec l'objet le plus étrange du système solaire, regardez la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer, c'est très passionnant. En bas à droite, comme toujours, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt les amis!